dimanche, dans Rétro 21, rendez-vous avec l'année 52 et un rôle en or pour Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe, un classique du film de KPDP signé Christian Jacques et pour lequel il obtint le grand prix de la mise en scène à Cannes. À dimanche en 1952. En 1992, la flamme olympique brillera à Barcelone. En guise de répétition générale avant les Jeux, le stade olympique de Barcelone accueille la finale du Grand Prix d'athlétisme. Avec Pierre Depré et Lambert Michat, en direct vendredi à 19h. Une dernière page d'information referme nos émissions. L'actualité régionale fait désormais partie de nos rendez-vous quotidiens dans Ce Soir. Madame, Monsieur, bonsoir. À nouveau les tridents de la colère en Wallonie. Les agriculteurs manifestent à Moucron et à Verviers. Caterpillar Gosselies, les inquiétudes syndicales se confirment, 80 licenciements. Dépenses électorales, les affiches de Jean-Pierre Graffet mises en cause par le PRL liégeois. À la fin de ce journal, si la paume était comptée par Jocelyne Leroy, notre rubrique santé. Et puis, la météo. Encore des éclaircies demain, du soleil, il faut en profiter car le week-end s'annonce très gris. C'était l'événement aujourd'hui en Tudigny avec une visite princière, la première depuis près d'un demi-siècle. Le prince Philippe est donc venu découvrir Thuin et sa région. Franck Ruel nous fait participer à cette visite. Cela faisait 70 ans qu'un pied royal n'avait pu fouler le sol tudignien, plus précisément depuis la visite du roi Albert en 1921. Une lacune comblée avec le souhait du prince Philippe de découvrir Thuin et sa région sous ses aspects sociaux, économiques et culturels. Pour lui servir de guide, le gouverneur de la province du Hainaut, M. Tromont, ainsi que les bourgmestres de l'Aube et de Thuin, MM. Levac et Ducarme. Après avoir rencontré le personnel d'une coopérative agricole, le prince a rejoint Thuin et son hôtel de ville pour une séance de travail qui a duré un peu plus d'1 heure. Ensuite, ce fut le traditionnel bain de foule. Thuin, c'est son beffroi, mais aussi la marche Saint-Roch, l'une des plus belles de l'Entre-Sambre-et-Meuse. L'occasion était donc belle pour y saluer plusieurs sociétés de marcheurs. La visite des ateliers Jean et Arthur Régnier à Bienne-les-Apart a constitué très certainement l'un des points forts de ce programme, en tout cas le plus émouvant. Cet atelier protégé occupe plus de 200 handicapés profonds. Cette journée s'est terminée dans la botte du Hainaut par la visite d'une entreprise agricole à Froidchapelle, l'occasion d'y évoquer les problèmes rencontrés par un couple de jeunes agriculteurs. Eh bien, ces problèmes des agriculteurs, parlons-en. La situation des agriculteurs ne fait qu'empirer dans tous les coins de Wallonie. Des manifestations se déroulent. Cet après-midi, c'est à Moucron que la tension était la plus importante. Valérie Druit. Près de 400 agriculteurs se sont groupés cet après-midi dans la cour de l'abattoir de Moucron. Ils mettent en cause l'importation massive de viande bovine en provenance des pays de l'Est à des prix beaucoup plus bas que ceux pratiqués chez nous. L'abattoir de Moucron, on le sait, abat régulièrement ce genre de bétail. Les agriculteurs s'y opposent formellement. Ces bêtes-là étant forcément d'une conformité moindre aux nôtres, ce n'est pas logique. Nous n'acceptons pas, disons, la pression sur le marché de cette viande-là, qui fait un prix de dumping. Aujourd'hui, pour s'opposer à cette pression sur le marché, les agriculteurs voulaient bloquer les camions en provenance d'Allemagne, vraisemblablement d'Allemagne de l'Est. Ces bêtes, d'après eux, ne sont pas soumises aux mêmes normes sanitaires que les animaux élevés en Belgique. Mais l'opération a dégénéré au moment où le député bourgmestre Jean-Pierre de Trémery, par ailleurs président du conseil d'administration de l'abattoir, est arrivé sur les lieux. La tension monte alors d'un cran et les agriculteurs décident de décharger les camions de bétail. Les bêtes sont descendues une à une dans la cohue générale. Les forces de l'ordre se sont interposées, ce qui a excité les manifestants. Des coups se sont perdus. Bilan de cette manifestation, un blessé léger et beaucoup d'animation autour de l'abattoir de Moucron.
D'autres agriculteurs mécontents, ils ont manifesté devant le palais de justice de Verviers qui devait juger une action engagée il y a 5 ans par les agriculteurs. En cause, un problème de quota laitier. Véronique Adam. Nouvelle opération tracteur ce matin à Verviers devant le palais de justice où manifestaient des agriculteurs de la région. Ceux-ci critiquent le système de quotas laitiers mal répartis selon eux pour la région herbagère. La région herbagère a été volée de 130 millions de litres comparativement à d'autres régions du plat pays. Et je crois que cela, ça a une importance capitale pour les paysans, bien sûr, puisque ce sont des litres qui n'ont pas, mais c'est une importance aussi pour tout le secteur en aval et les laiteries en particulier. Mais les agriculteurs voulaient avant tout ce matin mettre en évidence l'ensemble des problèmes de leur secteur. On traite beaucoup trop peu. Avec un lait insuffisamment payé, vous pouvez faire le calcul, ça devient impossible. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont mêlées. Il y a les bêtes de l'exportation de l'Est qui viennent écraser le marché de la viande. Et pour le moment, on est au plus bas. Ensuite, les agriculteurs sont allés rendre visite au bourgmestre de Verviers pour expliquer leurs problèmes. C'est en tant que député qu'André Damso a voulu s'exprimer. Il a déclaré qu'il avait l'intention de soutenir au maximum la régionalisation de l'agriculture. Caterpillar Gosselies, le climat social se dégrade à toute vitesse. Avant-hier, les syndicats avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Il se confirme aujourd'hui que la direction opte pour de nouveaux licenciements. Véronique Fievé. Les choses vont décidément très vite chez Caterpillar. Mercredi, les ouvriers qui, rappelons-le, viennent de connaître 570 pertes d'emploi après le licenciement d'un des leurs. Leur réaction est immédiate. Une personne a été licenciée et les gens ont réagi dans le secteur des moteurs. L'arrêt a été total dans ce secteur qui a été paralysé hier soir, aujourd'hui dans la journée et aujourd'hui après-midi. Les esprits sont donc déjà bien échauffés ce jeudi après-midi lorsque commence le conseil d'entreprise. Et vers 16 h, la direction annonce une nouvelle charrette, comprenez une nouvelle vague de licenciements, 80 en tout d'ici la fin de l'année. Il compte mettre 80 personnes, plus ou moins en tout cas 80 personnes, dans la cellule de l'emploi. Et M. Delmel déclarait au conseil d'entreprise que l'année prochaine, en 92, il comptait aller au-delà de cela. Nous avons acté, mais nous ne sommes pas d'accord avec la façon de faire. Et je suppose qu'on va se rencontrer dans les jours à venir pour discuter d'autre chose. Peut-être aller vers des préparations à 50 ans, ou garder celle à 52, et voir éventuellement aussi de faire du chômage économique pour les autres ouvriers et pour essayer de garder tout le monde. L'inquiétude subsiste aussi chez les chercheurs de Medgenix, alors que les menaces se précisent sur l'unité de recherche et de développement située à Fleurus. Ce matin, les 60 chercheurs dont l'emploi est en jeu ont défilé dans les rues de Charleroi. Olivier Van der Heist. Les chercheurs de Medgenix ont l'impression d'être sacrifiés. Le groupe, qui a de nombreuses filiales à l'étranger, est en difficulté financière à cause d'une diversification mal maîtrisée. Il doit augmenter son capital, mais aussi se restructurer. Il envisage donc de supprimer la branche dont la rentabilité est la plus aléatoire, la recherche pharmaceutique située à Fleurus. Les chercheurs interpellent la région wallonne, actionnaire minoritaire de Medgenix, sur la stratégie du groupe. Avec de l'argent public wallon, on a décidé d'investir dans des sociétés étrangères pour les rentabiliser, parce que ce sont essentiellement des sociétés en faillite, nous a-t-on expliqué. Alors pour maintenir ces sociétés à flot, on a investi avec de l'argent wallon et on licencie des chercheurs en Wallonie. Le personnel de Medgenix exige qu'avant de prendre une décision, l'entreprise attende les résultats d'un audit scientifique commandé par la région wallonne. Un audit sur base duquel il sera peut-être possible de trouver d'autres partenaires privés pour l'unité de recherche de Fleurus. On devrait y voir plus clair après le prochain conseil d'administration de Medgenix, le 24 septembre. Une semaine que nous consacrons au thème de l'eau. Avant-hier, nous évoquions la pénurie à Niverlé, dans l'entité de Douache. Les autorités communales rencontraient la presse cet après-midi. Michel Vassard. Dans l'entité de Douache et surtout à Niverlé, l'eau ne coule vraiment qu'au compte-gouttes, à telle enseigne que les 40 foyers du village s'impatientent et que la commune et la Société Wallonne des Eaux ont tenu à s'expliquer cet après-midi devant la population et les journalistes. Pour les responsables de la société distributrice, la sécheresse et l'altitude de Niverlé par rapport au captage expliquent la pénurie, de même qu'une demande en eau potable sans cesse accrue dans une entité qui compte plus de têtes de bétail que d'habitants. Bref, aujourd'hui, le problème est loin d'être résolu. Un ménage consomme en moyenne 300 litres par jour et par ménage. Une tête de bétail consomme 60 litres par jour. Donc si nous devons suppléer à l'alimentation de ces 6000 têtes de bétail, vous vous rendez compte pourquoi quelque part il y a également des surconsommations sur Douache. Comment peut-on résoudre le problème à long terme?
À long terme, la solution, et le ministre, M. Van der Bies, vient d'annoncer qu'il dégageait encore une part de crédit pour permettre sa réalisation, c'est l'alimentation de Douache à partir du captage de la station de traitement du Riederom. Les poubelles bruxelloises sont décidément l'objet de bien des polémiques ces derniers jours après l'incinérateur de Nedrovrembeek, accusé par l'organisation Greenpeace d'être un des plus polluants du pays. C'est maintenant une autre usine bruxelloise de traitement de déchets qui est mise sur la sellette. La ville de Bruxelles a même ordonné sa fermeture ce lundi. Éric Bévert. De Metz, c'est cette firme bruxelloise qui installe des conteneurs un peu partout en ville. Une fois remplis de déchets provenant le plus souvent du secteur de la construction, ces conteneurs sont amenés ici, au centre de triage de l'avenue du Port, le long du canal. Le but de la station de transfert, c'était de trier la marchandise afin de voir qu'il n'y ait pas de produits dangereux et de pouvoir donner une garantie aux décharges qu'ils acceptent ces marchandises. Depuis lundi pourtant, l'usine de Metz est fermée. La ville de Bruxelles a fait poser des scellés. Il n'a ni permis de bâtir, ni autorisation d'exploitation. 2, nous avions demandé à Demels de montrer sa bonne volonté aussi en bâchant ses camions pour l'instant et en ne traversant plus Nedrovrembeek. Cela compte tenu, les camions ne sont pas bâchés. Mais alors, où est la bonne volonté? Résultat de cette soudaine fermeture, les conteneurs s'accumulent le long de l'avenue. Cela fait peut-être le bonheur des rats, mais pas celui des riverains. Dans l'embarras également, la région bruxelloise à qui le terrain appartient, et ce n'est pas tout. Cette fermeture pose de gros problèmes également d'autres transporteurs, ainsi que les administrations communales, qui emploient également notre station de transfert. Alors, la déchetterie va-t-elle pouvoir ou non continuer ses activités à cet endroit et même s'étendre comme elle le désire? Ville de Bruxelles et région bruxelloise se sont rencontrés en fin d'après-midi pour tenter d'accorder leur violon sur ce dossier et sur plusieurs autres. Il faut dire que les fausses notes entre les deux instances se sont multipliées ces derniers temps et l'approche des élections ne va rien arranger. Les libéraux liégeois s'en prennent à Jean-Pierre Graffé, notamment à sa campagne d'affichage sur la promotion du sport. Propagande électorale détournée, dit le PRL. Jean-Pierre Graffé a déjà dépassé son quota de dépenses et en plus avec des fonds publics. Patrick Delamalle. Pas fair-play, Jean-Pierre Graffé? Sa campagne publicitaire, financée par son ministère, vise-t-elle uniquement la promotion du sport ou aussi la promotion du futur candidat député? Pour Jean Gaulle et Philippe Monfils, le doute n'est pas permis. Une affiche en orange, qui est la couleur du PSC, avec la tête de M. Graffé, avec le nom de M. Graffé et avec un slogan niais, un peu stupide, sportivement vôtre, en tout cas d'une grande banalité, ce n'est pas une campagne d'intérêt général en faveur du sport. On eût pu imaginer qu'il y ait sur l'affiche un sportif sain plutôt que la tête d'un ministre aux pratiques électorales malsaines. Ce qui arrive, c'est qu'un candidat sûr de son impunité, parce qu'il est ministre, ignore complètement la loi qui a pourtant été votée, y compris par son parti. Ça me paraît extrêmement grave. C'est un problème de déontologie ministérielle et ce n'est pas ça qui va renforcer la crédibilité des parlementaires auprès de l'opinion publique. Je dis que c'est scandaleux et qu'il faut y mettre fin. Et si on n'y met pas fin, en fait, on incitera les autres à utiliser semblable type de détournement et en fait, l'effort voulu de moralisation aura pris fin. La campagne électorale, je sais qu'ils sont un peu peut-être obsédés par la chose, mais je puis vous dire qu'une campagne de promotion pour le sport figure dans les budgets du ministre, qu'il peut l'utiliser comme il le souhaite, sous le contrôle de l'inspection des finances, ce qui a été fait. Donc pour moi, tout est parfaitement légal et en ordre, et je me réjouis de voir le succès qu'a cette campagne, et notamment l'affiche, car elle était faite pour être vue et qu'on en parle, et je vois que c'est réussi. La faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles a définitivement déménagé à Anderlecht sur le site de l'hôpital Erasme, une toute nouvelle faculté qu'Anne-Michel Kremer a visitée aujourd'hui. 4 nouveaux bâtiments conçus et réalisés en 2 ans, un record, d'autant que ces 30 000 mètres carrés abritent maintenant la faculté de médecine dans son entièreté, à l'exception de la première candidature restée sur le campus du Solbosch. La porte de halle est donc définitivement désertée par les étudiants. La Beauce, salle de dissection, bibliothèque et auditoire ont rejoint le tout nouveau site d'Anderlecht. Je pense qu'effectivement, pour les étudiants, les salles de travaux pratiques seront beaucoup plus agréables dans leur disposition architecturale et technique aussi, où l'accent a été mis évidemment sur les aspects audiovisuels, par exemple. Certainement les auditoires aussi, les amphithéâtres seront certainement plus agréables. Pour ce qui est des laboratoires de recherche, on a profité évidemment du déménagement
pour rationaliser les agencements des laboratoires les uns par rapport aux autres, qui facilite, je pense, le travail des personnes. Reste un inconvénient, l'accessibilité du lieu. Une seule ligne de tram, une de bus et on attend toujours le métro. En sport, vraiment du sport cette fois. À partir de demain et pendant 3 jours, Bruxelles sera le théâtre de la Coupe Davis de tennis. Bruxelles va accueillir Israël pour une rencontre capitale. À la veille des premiers matchs, Patrice Goldberg est allé prendre la température sur place. Des grosses boules qui surplombent des petites balles, aucun doute, c'est au Primrose que va se dérouler cette rencontre. D'après ce que nous avons pu voir ce matin à l'entraînement, l'ambiance de travail est excellente dans l'équipe belge. En tout cas, le moral est au beau fixe. On essaie un peu de rigoler parce que la tension commence à monter et c'est pour ça en fait qu'on essaie de jouer à 4, de rigoler avec tout le monde, d'essayer de se détendre un petit peu. Du côté israélien aussi, l'atmosphère est à la sérénité, grâce surtout à la présence de Amos Mansdorf, le meilleur de tous les joueurs qui vont évoluer ces 3 prochains jours. En revanche, dès hier, les mesures de sécurité ont été renforcées autour de la délégation israélienne pour éviter tout risque d'incident. Au niveau sécurité, c'est pas évident. La PJ est en permanence ici dans le site, circule pendant les heures d'entraînement. Au niveau des trajets également, nous avons des chauffeurs qui prennent chaque fois des routes différentes pour aller à l'hôtel et pour les conduire. Nous avons des barrières nadar qui bloquent les routes et qui empêchent les voitures de s'arrêter près du Primrose et de pouvoir jeter une bombe ou voilà. Il faut savoir en outre qu'une dizaine de gardes du corps spécialisés dans la sécurité rapprochée accompagnent les joueurs israéliens dans tous leurs déplacements. Dans leur cas, la règle d'or est double, surveillance, mais surtout discrétion. Retour au pays hier soir de nos valeureux himalayistes. Ils ont bravé tous les dangers pour aller frôler le toit du monde, même s'ils n'ont pas conquis le sommet. Famille et amis leur ont réservé un accueil triomphal. Adrien Jovenot. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Mais pour Pénélope, rester seule 2 mois à rêver de son héros, le meilleur moment du voyage, c'est peut-être bien le retour. La femme du chef est très contente de revoir le chef. Everest ou pas Everest, je l'aime toujours. Pour nous, ce qui compte aussi, c'est de rentrer sain et sauf en Belgique. Et bon, c'est un peu dur, c'est un petit peu dur à accepter, mais cette fois-ci, il a fallu baisser les bras. Ça fait 2 mois qu'on est parti, ça fait 2 mois qu'on a quitté la Belgique, qu'on n'a plus vu les enfants, les parents, les amis comme vous. Alors quand on les revoit, on est heureux évidemment. Hein. Ça faisait 6 jours qu'on était à Katmandou et on commençait à trouver le temps long. Puis bon, voilà, on est heureux d'être ici. Vous remettrez ça? Pas par cette face-là, c'est trop dur. Peut-être la voie normale, mais pas par cette face-là. C'est beaucoup trop dur. Et madame, qu'est-ce qu'elle en pense? On va en reparler tous les deux, hein. On va d'abord faire une petite... On a d'autres projets. Cela nous amène tout naturellement à une rubrique santé, mais qui s'adresse particulièrement aux femmes, puisqu'elle traite de la protection de la peau avec cette question: peut-on réparer les effets d'un soleil trop agressif? C'est à la rentrée qu'on y pense. Enquête Jocelyne Leroy. Dégâts du soleil prolongé sur la peau, perte d'élasticité, rides, taches brunes. Dans les dégâts induits vraiment par la lumière à long terme, il n'y a que 10% de ces dégâts qui sont réversibles. Le reste est fait d'une façon définitive. Comment réparer ce qui peut l'être? Une solution, les crèmes à la vitamine A acide. C'est un produit qui permet d'avoir une bonne hydratation de la partie superficielle de la peau, mais qui permet aussi, et surtout sans doute, de faire en sorte que le renouvellement de l'épiderme soit régularisé et que la manière dont l'élasticité de la partie la plus superficielle du derme soit maintenue et améliorée. Donc il s'agit d'un produit qui est une sorte d'anti-vieillissement ou en tout cas de prévention d'une forme de vieillissement.